Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une légende du rap français. Mon papa à moi. Alors ça c'est pour ma fille qui a 8 ans et qui l'écoute non-stop. Un titre de lui qui a fait un énorme succès. Quelle chanson? Vous la connaissez. Je vais pouvoir lui poser plein de questions, ses débuts et surtout comment il est devenu comédien, cinéma, théâtre. Bientôt dans Yo Mama qui sort le 5 juillet, même si c'est un petit rôle, comme il me dit. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Stommy Bugsy. Bonjour Stommy. Bonjour Soledad, ça va? Et ça va plutôt bien, je suis très contente de te recevoir. La devise de ce podcast est « Ose devenir l'artiste dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en mai 2023? Alors, ose devenir l'artiste dont tu rêves. Je pense que quand on est un artiste, on n'est jamais... c'est pas qu'on n'est jamais satisfait, mais on veut toujours plus, on rêve toujours à plus grand, à de plus beaux films, à de plus beaux rôles, à de plus belles chansons, à de plus belles scènes. Donc on est toujours, moi je suis toujours en train de me dire, je devrais faire ci, ça. Mais en même temps, il y a la vie aussi. Il faut pas aussi laisser le monde artistique détruire ta vie. Tu peux passer à côté de ta vie et le plus beau film ou la plus belle chanson, c'est la chanson de ta vie, c'est le film de ta vie. Faut pas passer à côté de ça. On connaît peu de choses de toi, de ton intimité, de ton enfance par exemple. On sait que tu as grandi dans le 95, mais quel genre d'enfance tu as eu? C'est une enfance assez... Quand je regarde mon enfance, je me dis, est-ce que j'étais heureux ou malheureux? Étant donné que j'étais le plus pauvre de mon quartier, il y avait des choses qu'on n'avait pas à la maison. Plein de choses. Au niveau des tenues vestimentaires, des habits. Moi, je connais pas aller acheter des habits avec mes parents, je connais pas. Aller faire les magasins. J'ai jamais fait les magasins quand j'étais petit. Presque jamais. C'était, t'as les habits de tes grands frères, les habits de tes cousins. Donc, des fois, il y a des albums de famille où... tu regardes, il y a une année, mon cousin il a cette sape, l'autre année c'est moi, l'année d'après c'est mon petit cousin ou ma petite sœur, c'est un truc de dingue. Vous étiez plusieurs? T'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai 5 frères et sœurs. 5. Et en même temps, on était tellement solidaires, on était plein. On était plein, donc il y avait la joie de vivre, on s'ennuyait jamais. Je vois j'ai 2 enfants, donc mon dernier, il est tout seul. Son grand frère, il a 30 ans et lui, il a 9 ans. Tu vois, à la maison, il est seul, il joue tout seul avec ses jouets, il s'invente un monde, mais il y a... Il s'invente un monde, les enfants uniques, des fois, ça crée de l'imagination. Et toi, petit, tu rêvais de quoi? Je me rêvais de m'envoler déjà. Ok. Je rêvais tous les soirs, je rêvais que je volais, littéralement, et que j'avais des ailes. Ouais, si tu me demandes c'est vrai? Ouais. Tu rêvais de t'envoler? Ouais, des fois, je me réveillais le matin et j'étais persuadé que je volais. C'est-à-dire que pendant la cour de récréation, je volais au moins à 20 mètres. Mais j'étais persuadé de ça. J'aurais pu même me réveiller, ouvrir les volets et sauter du balcon, tellement le rêve était vrai, quoi. Je pouvais le sentir. Et tes parents, ils faisaient quoi dans la vie? Alors, ma maman, mon père, il a fait plusieurs boulots. Au début, quand on est arrivé en France, il était réparateur. Il réparait les freins des avions. Il travaillait à Air France. Après, il a fait mécanicien. Après, il a travaillé en bâtiment. Il a ouvert sa société de peinture en bâtiment. Ma mère, quand elle est arrivée en France, elle était femme de ménage. Et après, elle est devenue cuisinière dans une entreprise. Pas du tout le milieu artistique. Non, pas du tout. Alors que c'était une grande artiste, ma mère. Elle a une très, très belle voix. Elle chante? Elle chante très, 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 très Et bien. elle chantait chez toi? Ouais, elle chantait chez moi. Elle a chanté sur un disque à moi qui s'appelle, sur l'album 4e Round, un morceau qui s'appelle « Je suis né à Pigalle ». Parce que je suis né juste à rue des Martyrs, ici. Là. C'est pas vrai? Ouais, donc quand j'arrive dans ce quartier, c'est
Tu viens du 9e. Ouais, j'adore ce quartier. Tu es ici dans ton berceau, c'est ça? Souvent, je prends des chambres d'hôtel ici et j'écris. Waouh. Alors, tout le monde le sait, Passy, ton meilleur ami. Raconte-nous comment ça a commencé le ministère amer. Une rencontre, parce que tu dis que tu rêvais de t'envoler, mais est-ce que tu chantais déjà? Comment ça s'est passé? Comment c'est né? Comment tu as décroché? Comment tu es allé voir une maison de disques? Ou est-ce qu'on est venu à toi? Comment ça a commencé en fait? Avec Passy, on était très... on chantait déjà avec l'arrivée du hip-hop, HIP, HOP, Sydney, toute cette vague-là dans 83, 84. On chantait à l'école, mais c'était plus pour rigoler. On se vannait entre nous en rappant. Mais avant le rap, il y avait déjà la danse. Le hip-hop, c'est la danse qui nous a amenés. Tu dansais? Ouais. Souvent on dit le rap, mais en fin de compte, à l'époque, c'était pas le rap, c'était le hip-hop. On taguait, on dansait. Voilà, les DJ, le break, le smurf, le tag, c'était les tenues. Voilà, le style aussi. Donc, c'est d'abord le hip-hop, c'est plus un mouvement. C'est pour ça que le rap français a des racines très fortes parce que ça vient d'un mouvement, ça vient d'une culture, le hip-hop. Et avec Passy, on rappait à l'école pour rigoler. Mais c'est souvent... Donc là, t'avais quel âge à l'école? J'avais 15 ans. À 15 ans, ok. 15 ans. Mais Passy, il était dans 2-3 classes plus que moi. Moi, j'ai redoublé 2 fois le CP. Donc, mais là, quand ça a commencé, tu t'imaginais professionnel? Peut-être pas. Au début, je me disais, soit ça va être par la danse. Ou ça... Bah déjà, quand tu tagues, déjà, ça veut dire c'est quoi taguer? C'est t'écris ton nom. T'écris ton nom sur les murs, tu descends dans le métro, tu descends dans les rails du train, tu montes des 5-6 étages pour mettre ton nom là-haut. Donc, t'inscris ton histoire, tu vois. Et c'est quoi les rues de Paris? Chaque rue de Paris a un nom. Voilà. Et nous, on le faisait déjà. Donc, quelque part, tu te projettes et tu graves ton nom sur la pierre. Donc, le hip-hop, c'est ça. Et souvent, on avait aussi les nameplates, tu vois, sur les ceintures ou les ceintures où tu écris ton nom. Ton nom, ouais. Moi, j'avais acheté, on allait à Ticaret, à la Chapelle, qui était tenue par Dan de Ticaret, et on achetait les ceintures en cuir avec les nameplates où on achetait nos noms STOMY, et tu marchais avec ton nom déjà. Donc, ça montre quelque chose. Ton nom. Voilà, tu veux marquer l'histoire quelque part, tu veux marquer l'histoire, tu veux marquer la France, tu sais que le hip-hop, c'est ça, tu dois marquer ton temps. Je t'avais interviewé à l'époque de Un jour j'irai à Détroit et tu m'as raconté, tu m'as dit ces mots, si je te cite, destiné à la prison ou au cercueil. C'est le hip-hop qui m'a tout donné. Donc en fait, ta rencontre avec Passy et la création de Ministère Amer, ça t'a sauvé d'une destinée, c'est ça? Ou d'un chemin? Il y a ça et il y a la naissance de mon premier fils aussi. À 20 ans aussi. Donc, mais c'est vrai que avant le hip-hop, moi j'ai eu une enfance très difficile. Comme je te disais, j'étais très pauvre, le plus pauvre de mon quartier. Donc je me souviens pas de quelqu'un de plus pauvre que moi dans le quartier. C'est-à-dire que les gens ils partaient en vacances. Moi je partais pas en vacances avec mes parents. Je sais pas c'est quoi. Donc le hip-hop et puis après j'ai redoublé plusieurs fois. Quand tu redoubles, tu te renfermes sur toi-même. Tes potes, ils avancent de classe. Toi, tu stagnes. Tu stagnes, tu te retrouves avec des plus petits à chaque fois. Donc, et tu comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à lire. Pourquoi les autres, ils arrivent à lire, à écrire, toi, tu stagnes. Et c'est fou juste... alors que tu es devenu un homme de lettres et qui joue... ouais, sauf que j'avais pas les bons professeurs. Pendant 2 années, les professeurs, ils m'ont mis... Le premier, je me rappelle, il s'appelait Monsieur Ripoli. Il m'a mis au fond de la classe. Il m'a mis au fond de la classe. Il m'a dit, tiens, tu prends des schtroumpfs et des crayons de couleur et toi, tu vas au fond de la classe. Qu'est-ce que c'est important, justement, les professeurs et ce qu'ils déposent sur nos enfants? Je connais la même histoire. C'est un vrai sujet. Un vrai sujet. Et alors, ça a été quand le déclic? Et c'est le professeur qui s'appelait René. Après, on m'a envoyé dans une classe de réparation. Dans une classe, il y en avait qui étaient restés là-bas 4 ans, 5 ans, qui avaient de la barbe. Moi, je devais partir de Sarcelles au Vieux Sarcelles. Donc, tous les matins, à l'âge de 9 ans, 10 ans, je prenais un bus loin pour aller dans cette école-là. Et ce professeur René,
qui était un petit, qui ressemblait à un moine, qui avait une calvitie comme les moines. Et il m'a appris à lire en 3 mois. Alors que des professeurs n'avaient pas réussi pendant 2 ans. Avec des techniques simples. B, A, ba, A, V, avion, avec un avion, avec des dessins. Et il a appelé le directeur, il a dit, mais cet enfant, il a pas de problème. C'est pas un enfant, il y a d'autres enfants qui sont là depuis 2-3 ans, ils ont des difficultés. Cet enfant-là n'a aucune difficulté, il doit partir de là. Donc j'ai fait 1 année, et après, voilà, je suis rentré dans le circuit normal, mais j'avais déjà perdu 2-3 ans. Donc voilà. Donc après, la danse, quand le hip-hop, pour revenir après, quand le hip-hop est arrivé, grâce à mon grand frère aussi, Von Ceslo, qui m'a initié, et m'a appris à danser, à taguer. Dès que le hip-hop est arrivé, je dis, mais voilà. Là, j'ai commencé à briller dans le quartier. Parce que j'étais plus Gilles le cancre, j'étais devenu Gilles l'artiste. C'est-à-dire celui-là qui break, celui-là qui tag, celui-là qui est flamboyant, celui-là qui a du style. Même si à l'école j'étais un tocard, mais quand il y avait une fête, c'est moi qui brillais. T'avais trouvé ta voie. Voilà, ouais. Le hip-hop a sauvé ma vie. Et donc, avec Passy, vous créez Ministère Amer. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, moi, entre-temps, je suis parti à Port de la Chapelle parce que trop de bêtises à Sarcelles. Ma mère, elle sent que je vais aller en prison. Elle dit, faut qu'on déménage de Sarcelles. Et ma mère, donc, qu'est-ce qu'elle choisit, la pauvre? Elle choisit d'aller habiter à Port de la Chapelle dans le 18e. Elle quitte Sarcelles pour aller à Port de la Chapelle. Mais elle sait pas. C'est son travail qui lui trouve l'appartement. Et moi, je me retrouve à Port de la Chapelle. C'est-à-dire à Paris, la nuit, les magasins sont ouverts, les épiciers sont ouverts. À Sarcelles, c'est les cités dortoirs. À cette époque, il n'y avait rien d'ouvert, comparé à maintenant. Je me retrouve à Paris, avec les prostituées. Là, t'as quel âge? Les crackers. J'ai 15 ans et demi, 16 ans. 16 ans. Tout jeune. Les crackers, les vendeurs de crack, les trucs. Et j'arrive et pour moi, je suis émerveillé. Le métro, tout ça. Le terrain vague à côté de la Chapelle. Ok. Et c'est un autre monde qui s'ouvre à moi. Voilà. Et là-bas, je commence. Et donc, pour revenir à Passy, donc là-bas, après, je crée une nouvelle bande, les RCA, on tag et tout ça. Et j'entends Passy, que je voyais plus depuis 1 an et demi, parce que j'habitais à Port-la-Chapelle. Ouais. J'entends Passy à Radio Nova qui rappe. Radio Nova, la célèbre émission de Dynasty avec Lionel D. Si tu voulais te faire un nom dans le rap français, il fallait passer là-bas le dimanche soir. Et j'allume la radio. Et j'entends Passy qui rappe. Et il rappe bien. Il rappe avec Moda. Il cartonne. Je dis, putain, Passy, je rappelle avec lui à l'époque. J'étais mon frère. Je dis, non, moi aussi. La semaine prochaine, je vais aller là-bas. J'arrive. Et j'ai écrit au moins 4-5 raps en 1 semaine. Ok. Parce qu'entre-temps, j'avais fait de la boxe, j'avais fait des combats. Donc, j'étais un peu parti du hip-hop. J'étais plus dans la boxe anglaise. Et je dis, non. Je vais aller rejoindre Passy là-bas. J'arrive à Radio Nova. Dynasty m'accueille. Lionel D aussi, qui repose en paix. Enfin, il m'accueille. Les gens à la porte, ils m'ouvrent pas directement à la porte. Je sonne, je dis, je suis Stomy B, je voudrais rapper. On me raccroche au nez. Je ressonne, je dis, c'est Sarcelles, ta mère, ouvre la porte. Ils m'ont ouvert direct, je suis monté avec toutes mes feuilles, tout ça, j'ai commencé à rapper. J'ai envoyé, je rappais pas de fou, mais il y avait une énergie. Il y avait beaucoup d'imagination dans mes textes. Ok. C'était très cinématographique. Voilà. On va en venir. Ouais. Ok. Et voilà. C'était qui tes influences américaines de l'époque? Run DMC, LL Cool J, KRS-One, Big Daddy Kane. Ouais, mais beaucoup Run DMC, Beastie Boy. Ok. Voilà. Et alors, t'arrives? Et donc voilà, je fais mon effet. Voilà, il y a une énergie, tout ça. Passy, il n'est pas là ce jour-là, mais il l'entend. Avec Moda, il me trouve, il me dit, faut que tu viennes avec nous dans le groupe. Eux, ils ont déjà un groupe qui s'appelle le Hammer Posse. Ok.
Moi, je les rejoins dans le groupe. Ils disent, non, Stomy, il faut que tu viennes avec nous. Non, non, on te cherchait, là. T'as cartonné et tout. Viens avec nous dans le groupe. Moi, j'intègre le groupe Hammer Posse. Ok. Et après, on décide ensemble de faire du Hammer Posse. Comme le nom, il est trop américain, on essaie de franciser la chose et d'appeler ça le ministère Hammer. Et là, ça commence. On disait de vous une énergie nouvelle. Vous étiez des visionnaires, des punchlines radicales. Je me souviens de Sacrifice de poulet, donc la BO de la haine, qui vous a quand même valu quelques plaintes du ministère de l'Intérieur, Jean-Louis Debré en 1995, pour provocation et incitation à la violence. Quel regard tu portes sur ça? Si c'était à refaire, tu le referais? Oui, parce que pour nous, c'était un film. Tu vois, je sais pas, on va pas condamner Clint Eastwood ni Arnold Schwarzenegger quand il tourne Terminator et qu'il rentre dans un commissariat et qu'il tire. C'est un film. Et le morceau Sacrifice de poulet, c'est quand Mathieu Kassovitz et Solo, ils nous ont proposé ce texte-là. C'était pas Sacrifice de poulet, c'était une émeute. Chaque participant dans la BO de la haine avait un thème. Et nous, c'était Il y a une émeute. Il y a une émeute suite à la mort d'un jeune homme qui s'est fait assassiner dans un commissariat. Et nous, on a transformé qu'il y a une émeute, mais plutôt que d'aller casser la boulangerie ou l'épicier du coin ou le supermarché, le personnage que je vais incarner dans le texte va aller s'en prendre à ceux qui ont tué son ami. D'accord. Donc ça devient Sacrifice de poulet. Mais c'était pour un film. C'est un film, c'est une Et vision. Ministère Hammer, à l'époque, pour toi, est-ce que vous aviez une intention? Comparé au rap d'aujourd'hui, est-ce que vous aviez une intention? Comment se positionnaient les rappeurs de cette génération, époque? Bah, si tu veux, nous, on a voulu vraiment rendre le truc made in France. On a essayé vraiment de faire du rap, même si l'influence est américaine, de faire notre truc à nous. Et de faire du rap de la banlieue française. Tu vois, vraiment lascar de quartier avec l'argot, avec des influences africaines, créoles. Vraiment pour se démarquer des Américains, créer notre truc à nous. Et voilà, il y avait une revendication sociale aussi très très forte. Ouais. En 1996, tu te lances tout seul. La discographie, elle est merveilleuse. On va pas énumérer tous tes titres. Est-ce qu'il y a une différence entre le Stomy Bugsy en solo et celui de Ministère Hammer? Oui, parce que après, je suis devenu père de famille à 20 ans. Donc quand on fait les 2 premiers albums de Ministère Hammer, le premier, j'ai pas d'enfant. Le premier maxi, Traite, j'ai pas d'enfant. Le deuxième album, Pourquoi tant de haine, j'ai pas d'enfant. Le deuxième, j'ai un enfant. 95-200. Ok. Mais il est encore petit. Il est encore très petit. Il est né en 92 et nous on sort l'album en 94. Le deuxième album. Donc il a 2 ans. Mais après, entre-temps, je suis chez ma mère encore. Parce que mon petit, c'est moi qui l'ai élevé avec ma mère. Okay. Ça fait que quand j'ai 20 ans, on me donne un enfant dans les mains, on me dit, tiens. Donc je pars de la clinique avec le petit dans les mains et ma mère. Wow. Donc j'ai mon petit Bilal à élever à 20 ans. Que t'as élevé toi. Voilà. Alors que j'étais déjà parti de chez ma mère. Donc je reviens la queue entre les jambes. Je dis, maman, voilà. Elle me dit, c'est pas grave, mon fils, on va l'élever, l'enfant. C'est beau. Voilà. Ma mère, c'est une sainte. Voilà. Elle me dit, c'est pas grave, on va l'élever. Donc je reviens chez ma mère. Et je dors dans la chambre de ma petite sœur. On refait la déco, tout ça. Donc je me retrouve à 20 ans. Alors j'étais déjà parti à 18 ans de chez ma mère. Donc, je reviens. Et là. Et en plus, avec quelle position? Parce que être un rappeur français à l'époque, fallait. Voilà, vous étiez des gangsters. Et là, soudainement, t'es dans la, j'allais dire maternité. T'es dans la paternité, c'est-à-dire dans la douceur. Tu peux même dire la maternité, hein, parce que je pense que quand on est un homme, on est une femme aussi. Et quand on est une femme, on est un homme aussi. Je suis d'accord avec ça. On a tous ça en nous. On a tous ça en nous. Et donc, je dois élever le petit. J'ai encore mes embrouilles de quartier. C'est ça. Avec des mecs du 19e. On était souvent en embrouille avec des mecs du 19e, tout ça. Donc, j'amène le petit à la crèche. Je suis enfouraillé. J'ai le petit. Sous le kangourou, j'ai mon bazar. Je suis encore dans des embrouilles. Et je suis un artiste en développement. Avec Ministère Hammer, c'est du rap
underground, hardcore, même si on vend des disques, mais on vend 30 000 disques à l'époque, c'est pas beaucoup. Mm. Tu vois, pour nourrir ton enfant, voilà, tout ça. Et j'habite chez ma mère, donc je me dis, après 2 albums avec Mystère Amer, je dis à Passy, frérot, on a d'énormes qualités dans ce groupe avec Moda, et déjà, il y a Bruno qui est avec nous, gynéco. Il est pas dans le groupe même, mais il fait partie de la famille du Ministère Amer. Mm. C'est mon petit frère. J'ai 3 ans de plus que lui. Il est avec moi nuit et jour. Et je sens qu'il y a un vivier. Je sens que lui, il peut exploser en tant qu'artiste. Moi aussi, Passy aussi. Et je lui dis, frère, on est obligé de faire des albums solo. Okay. Après, on refera des albums de Mystère Amer, mais on est obligé de cartonner. Moi, j'ai un petit dans les mains. Faut que je cartonne. Faut que je veux pas faire ça à ma mère, tu vois. Je suis pas parti de la maison pour revenir. Et je dis, on part sur des albums solo pour cartonner. Voilà. Et quand on voit vos carrières à tous les deux, c'est juste fou, en fait. Merci. Et alors? Et donc, on décide, on maquette. Passy, lui, entre-temps, il est parti à Lyon un peu. Gynéco, il est toujours avec moi. Donc, le Gynéco, il maquette aussi. Grâce à Mariano Beuve, le premier producteur de Ministère Amer, qui nous a laissé entièrement carte blanche pour faire l'album du Ministère Amer. Et Dieu sait qu'on disait des dingueries dedans. Super hardcore, des textes salaces, trash, super trash. Il y a un morceau qui s'appelle Brigitte, femme de flic. C'est ça qui m'a surpris, en fait, quand je préparais cette interview, parce que comment on arrive à ce tube incroyable, justement, Mon papa à moi est un gangster. Elle est extra. Ce succès, est-ce que tu as pu l'imaginer? Quand j'ai fait on l'entend encore en boucle aujourd'hui. Moi, quand je te dis que ma fille, c'est en boucle, c'est en boucle. C'est fou. On est en 2023. C'était quand ce titre? En 96? 96, après il y a le remix en 97. Mais si tu veux, cette chanson, c'est une chanson super sincère. Cette chanson, comme je te disais, j'étais encore un lascar de quartier, tout ça. Donc, quand mon fils, il a 4-5 ans, je l'amène à la maternelle. Mais entre-temps, je suis avec des embrouilles. Je suis avec des embrouilles avec des mecs du 19e, je suis avec des embrouilles du 93 de la Plaine Saint-Denis, et moi je suis à Port de la Chapelle, et dans le quartier, je suis un peu le Zorro. Donc, chaque fois qu'il y a une embrouille, comme moi je viens de Sarcelles, et j'ai l'habitude des cités, des gangs, tout ça, chaque fois qu'il y a une embrouille, c'est moi qu'on vient chercher. Dès qu'un mec se fait dépouiller dans le quartier à Port de la Chapelle, le max dans moi, Stomy, et tu règles les histoires. J'y vais. J'ai fait de la boxe, tout ça. Et quand je me dis, quand c'est pour la bonne cause, je sais que je suis pas en tort, j'y vais. J'ai une tête brûlée. Et donc, il y a souvent des embrouilles dans le quartier. Ça tire, ça. Et donc, quand j'amène mon fils à l'école, les dames de la maternelle, les profs, tout ça, celles qui s'occupent des enfants, elles posent des questions à mon petit. Son père, il fait quoi? Nanani, nanana. C'est un gangster, c'est un voyou. Et lui, Bilal, il me répète. Ils disent, les filles à la maternelle, elles disent que t'es un gangster. Et il me dit ça, comme ça. J'entends ça de sa petite bouche, comme ça, de bébé, tout ça, avec sa petite voix toute mignonne. Ils disent que papa, t'es un gangster. Et ça tilte dans ma tête. Je dis, waouh. Mais ça, c'est une chanson, ça. C'est une chanson, ça. Mon papa, moi, est un gangster. Et j'écris la chanson. Voilà. Et qui reste encore un tube incroyable. Et la partie acteur. Alors moi, je suis fan. On t'a vu passer, alors c'est ta passion, le cinéma. D'ailleurs, dans tes clips, ça a toujours été très visuel. Il y avait déjà cette passion. Tu regardais des films. Qui t'a inspiré? Je passais ma vie à regarder des films de Brian De Palma. T'as toujours eu une vraie culture cinématographique? Oui, j'aimais ça. Mon père, il regardait La Dernière Séance, tu vois. Petit Mitchell, on était à l'époque, les westerns, tout ça. Et après, j'ai fait ma propre culture. Tu vois, j'ai été chercher les classiques. Il y a des filles aussi qui m'ont éduqué aussi. Qui m'ont dit, regarde ça. Et après, mon écriture, elle est devenue très cinématographique, très visuelle. C'est-à-dire que quand j'écris une chanson, c'est-à-dire si j'ai pas le nom de la chanson, c'est plus des scénettes que des chansons. Alors, j'ai toujours privilégié le fond plutôt que la forme, que le flow des fois. Tu vois.
Raconte-nous ton premier casting. Je crois qu'on est venu te chercher pour Ma cité va craquer, c'est ça? Ouais. Ouais. Donc c'est un coup de chance. Le réalisateur est venu te chercher. T'as pas cherché, toi, à te lancer dans le cinéma? On est venu te chercher? Ouais, Jean-François Richer est venu me chercher. Il m'a dit, ouais, il y a 3-4 phrases là. Est-ce que tu peux les faire? Et moi, je suis parti dans une impro totale. Dès que ça a dit action, j'ai envoyé. Je me suis plus arrêté. Et ils ont gardé ça à l'image. C'est comme ça que C'est quoi les traits de caractère là qui te poussent comme ça parce que c'est quand même assez impressionnant. T'es dans Richer, un grand réalisateur. Enfin, tu doutes pas? Il y a pas des moments où tu doutes? Tu dis ouais, vas-y, je me lance. Ça marche à quoi? C'est l'intuition? C'est quoi? C'est animal? C'est quoi? Je pense qu'à un moment, il faut oublier le texte. Et c'est ce qui est bien avec la jeunesse. C'est qu'il y a une insouciance. Ça, je dis souvent aux gens, c'est quand vous êtes jeune, c'est là qu'il faut marquer votre temps. C'est vrai qu'après, il n'y a pas d'âge pour cartonner. La chanteuse Césaria Evora, elle a cartonné à partir de 60 ans. Mm-hmm. Mais pourquoi elle a cartonné? C'est depuis qu'elle a 20 ans, 15 ans, 16 ans, elle chantait partout dans tous les bars de Mindelo, sur l'île de Saint-Vicent. Elle a marqué son empreinte, elle a fait ses armes dans des bars très jeunes. Donc quand tu es jeune, même si le succès n'est pas là, c'est là qu'il faut faire les choses, c'est là qu'il faut se bouger. Parce que ton ADN, elle se crée là. Ce qui est intéressant quand on travaille un peu sur ton parcours, c'est aussi, tu n'hésites pas à te former. Tu as quand même fait une école en France, tu es même parti à Los Angeles. Ouais. Tu vas chercher, tu t'es formé à l'acting. Oui. Même si on a un talent, on a des prédispositions pour certaines choses, je pense que faut toujours trouver des mentors. Il y a des gens qui sont spécialisés dans cet art ou là, il faut aller chercher le savoir. C'est pour ça que après mes premiers films, je me suis inscrit dans une école qui s'appelle Method Acting Center de David Barouk. Ouais. Une super école à Paris. Que je recommande à tous les acteurs. Et j'ai eu des profs, notamment David Barouk. J'ai eu des profs qui m'ont révélé encore plus. Je me suis retrouvé, j'avais plus de 30 ans à jouer du Hamlet, tu vois. Mais c'est magnifique. Et justement, quand on est un gangsta du rap, comment on t'a reçu? Parce que souvent, j'ai des gens, des célébrités qui me disent j'aimerais bien, mais j'ose pas parce que je suis cataloguée. Qu'est-ce que tu peux dire de ça? Est-ce qu'on nous catalogue? Non. Comment t'as été reçu, toi? Il n'y a pas de frein. Faut pas se mettre de frein. Déjà, faut être humble. Mm-hmm. Qu'importe ta célébrité, moi j'ai pas ce problème de célébrité parce que je sais d'où je viens. Je sais mes parents c'était des gens simples, moi je viens d'un milieu très humble et modeste. Et non, tu t'assois quelque part. Après les gens, si t'arrives pas en te la racontant. Moi j'étais avec des acteurs de 17 ans, 18, 20 ans. Voilà, je suis dans une classe, assis par terre, ils sont là, putain, c'est Stomy Bugsy à côté de moi, il prend des cours, c'est quoi ce truc, cette folie? C'est magnifique. Et voilà, je mangeais mon sandwich avec eux par terre, j'étais tranquille. Et quand t'es parti à Los Angeles, pourquoi Los Angeles? Parce qu'en fait, moi, je voulais désacraliser le Hollywood. Okay. Quand on est, voilà, l'Amérique, c'est notre rêve. En tant qu'artiste, tous, l'Amérique, c'est notre rêve. Comme disait Jonassin, tu vois, l'Amérique, je veux la voir, je l'aurai. Ouais. Et moi, j'ai été le chercher et je me suis inscrit dans une école, méthode Stella Adler Acting School. Ok. Voilà, tu parles anglais donc? Ouais. Ok. Donc, je suis arrivé là-bas, je parlais pas anglais. J'avais 5 mots dans mon vocabulaire. Et je me suis dit, non, il faut que j'aille là-bas. Si tu veux, j'étais tombé tellement amoureux de l'acting avec l'école Method Acting Center que je me suis dit, il faut que j'aille à la source. Il faut que j'arrive à jouer en anglais, tout ça. Donc, j'ai été là-bas. J'ai eu un prof qui s'appelle Timothy McNeil dans l'école à Stella Adler Acting School. Et j'étais dans les murs où tellement de grands acteurs sont passés, tu vois. De Marlon Brando à Warren Beatty, Al Pacino, De Niro. Et je suis resté là-bas 5 ans. Et j'ai fait des pièces en anglais là-bas aussi. J'ai joué dans 4 ou 5 pièces de théâtre en anglais.
J'ai commencé à avoir un bon agent parce qu'il faut avoir au moins 3 ans au moins pour comprendre comment ça marche Los Angeles. Les castings, tous les rouages du système d'Hollywood. Et au bout de 3 ans, ça y est, boum, je commençais à capter bien et tout. Mais après, entre-temps, il y a mon fils qui est né en France. Donc, je commençais à faire des allers-retours. Paris, LA, Paris, LA. Et après, mon petit, il me manquait trop. Je venais ici, je restais avec lui 2, 3 mois. Je repartais à Hollywood dans mon appartement tout seul. Et c'était triste. C'était triste. Et je me suis dit, il y a souvent, je sais, une fois, il y a un chauffeur de taxi. de taxi, un Arménien. Il a reconnu mon accent. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, ouais, je suis acteur. Il me dit, ah, d'accord. Il me dit, mais t'es pas d'ici? Je dis, non, je suis de France. Il me dit, ah, d'accord. Ah oui, je connais la France. Non, non, non. Il avait voyagé partout un peu. Il parlait un petit peu. Il parle en anglais. Il me dit, mais pourquoi t'es ici? Je dis, ah, c'est Hollywood, je suis acteur. Il me dit, ah, d'accord. Ouais. Il recommence encore. Il me dit, imagine si Louis de Funès aurait fait la même chose que toi. Il aurait quitté son pays pour venir ici. Tu crois qu'il serait devenu Louis de Funès? Je te voilà de retour à Paris. Waouh! Et les tournages s'enchaînent, des jolies choses, de l'amour, Bye Bye Blondie. Là, tu vas être dans Yo Mama, mais tu ne cesses de me dire que c'est tout petit. Mais tu as été au théâtre du Gymnase, tu m'as vraiment bouleversée. Je tiens à te le dire, parce que dans ton jeu, tu étais tellement dans ton rôle, tellement authentique et dans l'émotion. Et tu es dans Léo Mattei. Tu es le rôle de Daguerre, c'est bien ça? Commissaire. Le commissaire. Est-ce que tu as passé des castings pour décrocher ce rôle? Pour ce rôle-là, j'ai pas... non, parce que Jean-Luc Reichmann il me voulait. Ok. J'ai pas fait de casting pour ce rôle-là. Mais pour d'autres séries, je passe des fois des castings, tout ça. Mais des fois, les castings, c'est pas... les gens qui font des castings, c'est que faut se préparer au C'est un casting. exercice. C'est un exercice. Hein. Pour ça, faut bien se préparer. Et des fois, faut se dire, allez, fuck it. Enfin, dans un casting, pour moi, le but, c'est pas d'être pris. Ok. Le but, c'est de faire bien ma performance. Que je sorte de la salle et que j'ai tout donné. Que j'ai pas de regrets, j'ai pas bégayé, bafouillé. Le pire, c'est de mal se préparer. De faire le casting, de mal se préparer et de savoir que t'as pas tout donné. Parce que tu sais jamais pourquoi t'es pris et pourquoi t'es pas pris. Tu peux ne pas être pris parce que t'es trop grand, trop petit, trop âgé, trop jeune. Faut pas se remettre soi en question, c'est ce que tu es en train de dire. Oui, tu peux être pris pour des raisons que tu sais pas. Ouais. En fin de compte, ça t'appartient pas. La seule chose qui t'appartient, c'est de tout donner et de bien te préparer. On a beaucoup parlé de ton enfance, de tes frères et sœurs. Ta sœur Pauline Duarte est devenue une des femmes les plus influentes du rap, notamment directrice du label Epic. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est le label de Gazzo, Attic, Ronisia. Et tu racontais que tes parents ils viennent pas du tout de cet univers. D'après toi, qu'est-ce qui fait? Et est-ce qu'il y a quelque chose dans ta famille ou dans l'éducation de tes parents? Qu'est-ce qui fait que vous êtes orientés tous les deux dans une démarche artistique avec du succès comme ça? D'après toi, est-ce que tu as la réponse? Peut-être c'est ma mère et mon père. Mon père aussi, il adore la musique. Mon grand-père, son père, Pedro Duarte, il a écrit les dernières mornes. La morne, c'est la musique capverdienne qui sont jamais sorties, mais qui sont vraiment classées. Et oui, je suis contente que tu parles du Cap-Vert parce qu'en fait, on connaît pas trop tes origines. On se demande d'où tu es. E você fala português? Si, on te fala un peu. Ok. Donc en fait, c'est quoi? C'est l'amour artistique de tes parents? Ouais, je pense que ça vient de là. Ouais, mon père, il avait une collection de disques impressionnante. Ma mère a chanté tout le temps. Ma mère, elle a une très belle voix. Et son père l'a empêché de
de chanter. Mm. À l'âge de 17 ans, elle devait rejoindre un fameux groupe. Il y avait Luis Moraes, un des très grands compositeurs au Cap-Vert, un des meilleurs compositeurs. Il voulait la prendre dans son groupe. Et son père lui a dit non, tu vas pas chanter, ça c'est pour les vagabonds. Non. Ma mère, elle a toujours eu cette frustration. Et je pense qu'elle nous a donné cette impulsion-là. Qu'est-ce que tu dirais au petit enfant Stomy Bugsy? C'est un enfant qui a eu tellement de frustration avec l'école et la pauvreté. Je lui dirais, petit Gilles, ne t'inquiète pas. Plus tard, tu deviendras Stomy Bugsy. Merci pour ce moment, Stomy Bugsy. Je suis ravie de t'avoir eu ici. Merci et à bientôt.